Oui, je suis Michel Chauvet. J'ai travaillé dans un labo de botanique AMAP à Montpellier et je me suis spécialisé dans l'histoire et les noms des plantes, principalement des plantes utiles. Donc j'ai publié une encyclopédie des plantes alimentaires, ensuite un dictionnaire étymologique des noms latins des plantes, et aujourd'hui je présente un dictionnaire étymologique des noms français, à savoir essentiellement les noms populaires, qui se sont transmis depuis les origines de la langue vers le XIe siècle jusqu'à nos jours, au travers de nombreux ouvrages, des récits de voyage, des pharmacopées, des ouvrages des botanistes et autres. Il a été dit que la botanique faisait appel à de nombreuses disciplines, donc moi je vais y ajouter la linguistique. Alors, attendez. Voilà. Alors, tout d'abord, je vais commencer par quelques définitions. Parce que les botanistes ont l'habitude de parler de noms vernaculaires. Hein. Alors, c'est donc une expression qui désigne simplement les noms qui ne sont pas en latin, d'une manière générale, et sans distinguer. Alors, moi, je distingue justement les noms populaires et les noms savants. Alors, les noms populaires, c'est les noms qui sont vraiment employés dans la langue orale, hein, de la population générale. Par exemple, on dit pomme de terre. Hein, c'est un nom où vous allez acheter 1 kilo de pommes de terre sur le marché. Voilà, vous n'allez pas acheter 1 kilo de Solanum tuberosum, ni même comme justement les noms savants. Voilà, M. Lamarck a créé de nombreux noms de genre en français, j'en parlerai juste après, et le nom du genre Solanum, pour lui, c'était Morel, ce qui se conçoit. Morel, c'est le nom de Solanum nigrum, mais alors, ensuite, tous les solanums sont des morels, donc la pomme de terre devient une morelle tubéreuse, ce qui n'a aucun sens et n'a pas été repris, d'ailleurs, mais qui illustre bien le fait que, voilà, en tout cas, ça rentre dans la catégorie des noms savants. Alors, par ailleurs, les noms de la langue, donc, vous en avez de deux types. Hein. Vous avez les noms hérités et les noms empruntés. Les noms hérités, c'est ceux qui viennent transmis de façon orale et de façon continue, hein, depuis, par exemple, le latin populaire jusqu'au français. Oui, alors j'ai mis, par exemple, le anétum a donné en fait anois ou anoé. Voilà, et ce mot, comme vous savez, donc a disparu. Alors qu'après, on a une autre catégorie de noms empruntés, qui sont empruntés d'une autre langue. Alors cette langue peut être le latin. Par exemple, le mot aneth donc, a été réemprunté par le français au latin anetum, mais l'emprunt peut se faire de nombreuses langues différentes. J'ai cité donc l'occitan avec le mot seigle, parce que dans le bassin parisien, on ne cultivait pas de seigle, donc il n'avait pas de nom. Le seigle, c'est une culture essentiellement de la zone occitane. L'arabe, j'en parlerai après. Donc, voilà. Alors, il y a une grande différence aussi entre les noms latins et les noms français, hein, ce qui fait que mes deux livres sont assez différents. C'est que les noms latins, comme vous le savez, sont régis par un code et ne changent qu'en fonction de règles précises. Autrement dit, une fois qu'ils ont été créés, ils restent immuables. Ils ne sont pas soumis à un usage, ils sont soumis à des règles. Alors que les noms populaires, au contraire, ils varient dans le temps et dans l'espace et sont régis par l'usage. Et alors l'usage, qu'est-ce que c'est? Alors souvent c'est l'usage le plus fréquent dans la langue standard, hein, qui finit par s'imposer. J'en montrerai quelques exemples. Et l'usage en particulier, il suit souvent une logique commerciale, parce que les produits les produits commercialisés, évidemment, sont essentiellement connus via le commerce, et c'est donc la variante de la langue commerciale qui tend à s'imposer. Alors ça, un linguiste romaniste bien connu des linguistes, qui est Raymond Herveillé, l'avait établi dans un gros article sur les noms de l'aubergine, puisque en français, l'aubergine s'est appelé Bringelle, Mélongène, Bélangère, Bérangère, même Mayenne, etc. Et il y avait un foisonnement de noms. Et en fait, c'est le mot aubergine qui s'est implanté. Pourquoi? Parce que les premières aubergines à être commercialisées venaient de Perpignan,
où on parle catalan, donc, oui, venait de... Donc, le catalan dit albergine, et ça a été emprunté par le languedocien aubergine, et en français, ensuite, aubergine. Et ce qui fait que les Anglais, aujourd'hui encore, disent aubergine, parce que leurs premières aubergines venaient de Perpignan. Alors, un exemple beaucoup plus récent, c'est celui du kiwi. Quand le kiwi a été introduit, on lui a donné plein de noms tout à fait bizarres, comme groseille de Chine, ou encore pire, souris végétale. Allez vendre un fruit qui s'appelle souris végétale. Hein. Voilà. Et quand le kiwi a vraiment été lancé, il y a des Français qui ont introduit les premiers, qui ont créé la première pépinière spécialisée dans les kiwis, ont déposé comme marque le terme Yangtao, qui est un des noms chinois du kiwi. Et en fait, après est arrivé l'océan de kiwi néo-zélandais, sous le nom de kiwi fruit, qui a été rapidement abrégé en kiwi, et c'est le nom commercial, donc via les États-Unis, qui s'est imposé, ce qui fait qu'on dit maintenant kiwi. Et le mot kiwi est entré dans la langue française en 1977. Alors, qui dit usage aussi, dit souvent l'usage évidemment des élites ou disons de ceux qui sont un peu dominants, c'est souvent l'usage de Paris. Alors, par exemple, on dit aujourd'hui un citron, alors que dans le passé, si vous regardez les livres anciens d'agrumiculture, on dit « Ah, mais on devrait dire limon, mais les Parisiens disent citron, donc il faut dire citron ». Alors, par contre, ce qu'on fait avec le citron, c'est de la limonade, et ça, le mot limonade est resté, hein, alors que le terme de limon, qui est général en italien, en espagnol, enfin en arabe évidemment, et en occitan, est devenu citron en français. Alors, de même, il y a eu toute une polémique dans les dictionnaires du XVIIIe et du XIXe siècle sur la prononciation du mot avoine, parce que apparemment, à Paris, on disait avoine, qui est devenu avoine, alors que le peuple disait avenne. Et c'est finalement avoine qui s'est imposé. Voilà, alors pour en venir à mon dictionnaire, à mon nouveau dictionnaire, donc des noms français des plantes, je précise quelque chose, c'est que mon dictionnaire n'est pas normatif, il ne s'agit pas de dire comment il faudrait appeler les plantes, mais il est descriptif et historique. C'est-à-dire qu'il recense les usages tels qu'ils sont, sans juger s'ils sont corrects ou non. Alors, je dis ça en insistant parce que, en ce sens, donc, ce que j'ai fait est très différent de ce qu'a fait David Mercier pour les noms français normalisés de la flore de France, hein, qui a fait, lui, un dictionnaire normatif. C'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il a choisi les noms qui lui semblaient les meilleurs pour désigner les genres botaniques, les genres et les espèces. Alors, les noms français. Alors, le français, alors, comme vous savez peut-être, le premier texte en français date de 843, c'est les Sermons de Strasbourg. Voilà, à l'époque où le royaume de Charlemagne était divisé en deux, il y avait là une région francophone et une région germanophone. Et voilà, mais après les Sermons de Strasbourg, en fait, on a... procédons par ordre. Oui, et alors, il y a quelque chose que peu de gens savent, mais moi, je me suis toujours préoccupé de savoir quelle langue parlaient les gens, en particulier les puissants. Et j'ai découvert que, en fait, le Hugues Capet, donc né en 939 et mort en 1996, était le premier roi de France à parler français. Tous ses prédécesseurs parlaient francique, parce que, comme vous savez, c'est des Francs, autrement dit des Germaniques, hein, qui se sont imposés dans tout le nord de la France, au point que maintenant on parle de France, alors qu'on porte le nom d'une peuplade germanique, ce qui est quand même assez amusant, disons, pour les
bon, pour les populistes et autres, enfin passons. Voilà, et donc Hugues Capet, c'est le premier roi de France qui ne connaissait que le français. Et on le sait parce qu'il y a des textes où il est dit qu'il était obligé de faire appel à un interprète hein, pour traduire du francique au français. Alors, donc pour mon dictionnaire, j'ai dû utiliser des sources, parce que à chaque fois, j'essaye de reconstituer l'histoire des noms hein, avec des attestations précises d'ouvrages existants. Donc, alors parmi mes sources, il y a évidemment toute la matière médicale du Moyen-Âge. Alors je les mentionnerai très rapidement. Vous voyez, Aldebrandin de Sienne, les différentes éditions des simples médecines, de l'antidotaire Nicolas, du Grand Herbier ou Arbolaire, les secrets de Salerne, des Hortus Sanitatis, ça vous dit peut-être quelque chose pour ceux qui se sont un peu frottés au Moyen-Âge. Alors là, je parle des versions françaises, qui sont souvent des traductions des versions latines. Alors, par ailleurs, il y a quelque chose d'absolument étonnant, c'est que Rachi, c'était un rabbin de Troyes, qui a écrit des commentaires du Talmud. Alors bon, c'est a priori assez éloigné, mais comme il voulait se faire comprendre des Juifs de Troyes et d'ailleurs, il écrivait en hébreu, mais il mettait des mots français. Alors des mots français écrits en caractère hébraïque, ce qui fait qu'on peut en reconstituer la prononciation. Et finalement, comme il a écrit au XIe siècle, ça fait partie des plus anciennes attestations du français. Hein. On retrouve la même chose d'ailleurs en occitan, où c'est un rabbin marseillais venant de Catalogne qui offre parmi les premiers textes en occitan. Voilà. Alors Rabelais, évidemment, c'est une source très importante pour l'histoire de la langue, y compris des plantes. Rabelais parle de nombreuses plantes. Alors bien sûr, ensuite, j'ai utilisé beaucoup de dictionnaires de langue, dont par exemple l'Académie française. L'intérêt, c'est qu'elle offre toute une série, donc on peut dater à partir de quand un mot est entré dans les dictionnaires de l'Académie française. Bon, je ne citerai pas les autres. Les livres de cuisine ont été pour moi aussi une source importante, en particulier le Ménagier de Paris, qui contient de nombreux noms de plantes. Les livres d'agronomie, à commencer par Cressan, le livre des profits champêtres. Cressan, c'est un auteur italien, mais qui a très tôt été traduit en français et qui a connu de nombreuses éditions. La maison rustique d'Étienne Eliébeau. Bien sûr, le théâtre d'agriculture d'Olivier de Serres, qui offre beaucoup de données. Et puis la Catigny, etc. Voilà. Alors, au XVIIIe siècle, il y en a de plus en plus. L'abbé Rosier en particulier, sur le cours complet d'agriculture, mais je ne les détaillerai pas. Voilà. Alors, chose amusante, il y a des dictionnaires bilingues qui ont été très importants, et le plus important, finalement, c'est celui de Cotgrave, qui était un Anglais qui a écrit un dictionnaire comment dire, qui traduisait les mots français en anglais et qui nous offre les premières attestations de nombreux mots français. Le Trévoux, c'est le dictionnaire français et latin aussi. Enfin voilà, il y en a comme ça un certain nombre. Tout aussi importants sont les dictionnaires techniques. Alors l'encyclopédie de Diderot, bien entendu, qui est un monument absolument... oui, 1772, donc on parlait de Linné tout à l'heure, mais c'est la même période. Hein, c'est une période vraiment où on était entré dans cette envie de faire des encyclopédies pour décrire la diversité du monde tel qu'on la découvrait peu à peu. Alors, après l'encyclopédie, il y a eu l'encyclopédie méthodique, dont les premiers volumes ont été écrits par Lamarck. Et l'encyclopédie méthodique, il y a peut-être une dizaine de volumes de botanique. Et alors, ce qui est difficile, elle est difficile à utiliser parce que les genres botaniques sont nommés en français. Donc, il faut retrouver quel nom français on leur avait donné. Alors, quand c'est des noms de Lamarck, on le sait par la flore de Lamarck. Alors, il y a également des livres de voyage. Alors là, j'irai très vite parce qu'il y en a trop. Hein.
Mais les livres de voyage, alors souvent, ils ont été écrits dans une langue, traduits dans une autre, puis dans une troisième, etc. C'est un maquis pas possible d'un point de vue bibliographique, mais on doit au livre de voyage l'introduction de nombreux noms, surtout quand il cite de façon détaillée les plantes, comme Catesby pour l'Amérique du Nord, du tertre pour les Antilles, Utv pour le Brésil. Bon, de même pour l'Asie, il y en a un petit peu moins, mais voilà, Linsco, Linsroten, etc. Enfin, je n'ai pas le temps de les citer. Bernardin Saint-Pierre pour l'île Maurice, Flacourt pour Madagascar, etc. À chaque fois, on a souvent là les premières attestations des noms. Bon, là, j'ai mis là ceux que je ne pouvais pas classer. Donc, il y avait les livres de Tournefort sur le voyage au Levant, de Belon-Dumas qui a décrit les réalités aussi du Proche-Orient, etc. Alors, enfin, il y a d'autres sources, c'est les botanistes de la Renaissance, dont les premières éditions ont été faites en latin, mais très tôt, il y a eu des traductions. C'est le cas de Clusius, alias de l'Écluse. C'est le cas de Fuchs, d'Aléchant, de Matthiol et Pinet qui a traduit Pline. Donc là, les auteurs étaient obligés de trouver des noms français à mettre en face des noms latins qu'ils avaient dans leurs sources. Bon, ensuite sont venus évidemment tous les noms de la botanique et de la matière médicale moderne, mais je ne détaillerai pas. Alors, pour en venir directement à des exemples, hein, parmi les auteurs qui ont contribué à créer des noms, on trouve Vaillant. Alors, Vaillant, par exemple, Vaillant, c'est lui qui a créé le mot Cupidone pour la catananke, ce qui signifie à peu près la même chose. Et il fait un commentaire, c'est la plante qui force ou met dans la nécessité absolue d'aimer. Bon, voilà. Alors, je ne sais pas si Cupidone est resté dans l'usage courant, enfin, en tout cas, je l'ai retenu. Ou la Sylvie, tout le monde connaît l'anémone Sylvie, ben, c'est Vaillant qui a créé ce nom en disant « Je donne le nom de Sylvie à ce genre parce que ces espèces naissent ordinairement dans les bois ou domaines du dieu Sylvain. » Et de même Volando pour le Myriophyllum. Bon. Alors, Tournefort donc, a aussi créé des noms, hein, comme Héléborine, Méliné, Sabot, que Lamarck a changé en Sabot de Vénus, Toc pour le genre Scutellaria, ce qui veut dire la même chose Vipérine pour Échium, et Échion en grec, Échis, c'est la vipère, donc Vipérine était bien trouvé, et c'est resté. Alors, Lamarck est l'auteur de nombreux noms. Alors, il a créé énormément de noms. Il y en a la moitié ou les 2/3 qui ont été abandonnés, mais il y en a quand même un certain nombre qui sont restés, comme Chouin, Cornif, Corroyère, Dauphin, qui a été corrigé ensuite en Dauphinelle, Dorady, Dorine, Épervière, Épierre. Tout ça, ça vient de Lamarck. Épilobe, Fléchière, Fléole, Flouve, Vinaigrette, Porcel, Rubanier et Sabine. Alors, en fait, cette activité continue aujourd'hui. Alors, j'ai trouvé amusant de mettre, parce que j'ai des collègues, je pense, qui sont de l'IRD, ont décrit la flore des plantes utiles du Vanuatu. Alors, Vanuatu, c'est quand même très exotique pour nous, et il n'y a pas beaucoup de botanistes qui s'en étaient préoccupés auparavant. Et ils ont donc dû créer des noms français. Et ils l'ont fait de façon, à mon avis, assez intelligente. Ce qui fait qu'on leur doit, par exemple, le nom de Nangai. Vous avez peut-être entendu parler de cette noix, de ce fruit sec qui s'appelle Nangai. Donc voilà, quelques noms restent tout à fait récents. Alors, si on fait le bilan des noms français, on voit qu'il y en a un certain nombre qui ont été empruntés aux Gaulois. C'est le plus vieux fond, hein, bien entendu, comme Alise, Amélanchier, j'arrive pas à me lire, Bauque ou Bauque, Berle, Bouillon Blanc, qui vient d'un Gaulois Bouguilot, Bruyère, Chêne, If, Sagne, Vélard et Vergne. Vous voyez qu'il y a beaucoup de noms d'arbres.
Alors, cela dit, je vous parlais du francique, on devrait dire plutôt le bas francique, hein, qui était la langue parlée, donc par les Francs en France, et à qui on doit donc des noms comme Aune, Blé, Hêtre, Ou, Broute, Garance, Gloutron, Guigne, Rouche et Troène. Donc des noms en fait que vous connaissez tous, hein, etc., et dont on n'imagine pas qu'ils puissent venir de la langue des envahisseurs francs. Alors il y a aussi donc des noms empruntés à l'occitan, il y en a beaucoup, parce que là, évidemment il y a des réalités qui venaient du monde occitanophone et qui n'avaient pas d'équivalent dans la langue d'oï, et donc on a implanté par exemple bigarade pour l'orange amère, parce qu'il n'y a pas d'orange, on ne cultive pas d'orange dans le bassin parisien. Alors un autre phénomène qui s'est produit pour les noms, c'est que certains noms étaient au départ des noms de produits et sont devenus seulement après des noms de plantes, comme soja. Soja, en fait, c'est au départ le nom de la sauce. Et parce que du temps de Linné, par exemple, Linné s'est complètement mélangé les pédales dans l'identification du soja, mais il connaissait la sauce. Et donc, voilà, soja est devenu le nom de la plante. Alors même, j'insiste sur courgette, la courgette n'est pas une plante, c'est le fruit cueilli mature de... C'est fini ou quoi? Non mais... Il y aura moins de questions. D'accord, oui, ok. Voilà. Alors, parmi les ressources auxquelles on fait appel, c'est potimarron, des mots valises. Alors, ça c'est surtout utilisé pour les agrumes, comme hortanique, citrange, etc. Voilà. Bon, oui, bah écoutez, ça, Alors, un truc intéressant comme pour mes sources, c'est les séries de livres. Comme l'Almanach du Bon Jardinier, il y avait une édition par an, et ça permet de dater très, très précisément la date d'apparition d'un mot. Voilà, bah écoutez, voilà, c'est fini. Donc, alors ça, mon livre... Oui, non, mon livre ressemblera peut-être à ça, mais en fait, c'est pas encore sûr, hein, mais c'est a priori Biotope qui va le publier. Merci beaucoup, Michel. C'est juste une petite question pratique. Combien de temps vous avez mis à faire ça, le jour où vous avez décidé d'écrire cet ouvrage? Oui, alors bien sûr, je le ruminais depuis pas mal de temps, mais disons, le dictionnaire des noms latins, j'ai dû mettre un peu plus de 3 ans, et là, pour les noms français, j'ai mis un peu plus de 2 ans, parce que j'ai maintenant la méthode, et voilà, et en même temps, je sens le temps qui passe, hein, donc j'essaye de me fixer des priorités en me disant qu'il faut que je ne peux pas mettre 20 ans ou 25 ans comme ce que j'ai mis pour mon encyclopédie des plantes alimentaires. Je n'ai plus le temps. Vu toute la bibliographie que vous avez dû faire, c'est rapide. Hein. Bravo. Voilà. Bah, heureusement, maintenant, disons que avec Internet, on peut télécharger tout ce qu'on veut comme livres anciens, et c'est vraiment, ça permet de travailler beaucoup plus vite. Bah, ça prend quand même énormément de temps, mais avant, il aurait fallu une vie entière pour faire chacun des bouquins. Aujourd'hui, on peut travailler plus vite. Merci beaucoup pour votre conférence et pour votre ouvrage. Je m'interrogeais sur la fiabilité qu'avaient les auteurs pharmaciens ou vétérinaires au XIXe siècle, qui ont écrit beaucoup de matières médicales, de codex, qui ne sont pas forcément des codex officiels. Est-ce qu'il y a beaucoup d'erreurs, de répercussions d'erreurs chez ces auteurs par rapport aux dénominations de plantes, notamment en français? Alors, les erreurs, en fait, elles sont entendues aux botanistes qu'aux autres. Par exemple, je pense au jalap. Il y a eu une grande confusion sur qu'est-ce qu'était le jalap véritable. Mais ça, c'est la faute aux botanistes. On connaissait mal les plantes. Parce que ce qu'on voyait arriver en Europe, c'était des produits, des séchés ou autres. Donc, il y avait alors, éventuellement, on les reconnaissait, on les distinguait par leur provenance, hein, mais on n'en savait pas plus.
Donc, voilà, donc, mais au fur et à mesure de l'avance des botanistes, ça s'est corrigé. Alors, il y a un petit truc que j'en profite pour ajouter, c'est que quand je parlais de l'usage, c'est que, par exemple, pour différencier avec les noms botaniques, géranium, c'est un nom latin d'un genre botanique, bon, qui a été traduit en nom savant botanique par géranium, et qui est devenu maintenant un nom populaire. Alors, mais le nom populaire ne désigne pas des géraniums, mais des pélargoniums ornementaux. Alors, certains botanistes s'écrient en disant « Oh, mais les gens font des erreurs ». Mais non, ils ne font pas des erreurs. C'est les botanistes qui ont changé d'idée. Parce qu'au départ, les pélargoniums étaient inclus dans le genre géranium. Donc, l'usage est resté. C'est comme ça. C'est les botanistes qui ont changé, pas les gens. Bon. Mais pas toujours. Les acacias n'ont jamais été appelés mimosa par les botanistes. Si, mais alors, là, tu fais une erreur. Pour Linné, les acacias étaient dans le genre mimosa. C'est Miller qui a créé le genre acacia. Et en fait, les premiers acacias à être connus, c'était l'acacia de Robin, qui est devenu le robinier. Non, justement, il y a eu toute une... Et chose amusante, c'est que mimosa, les mimosas d'aujourd'hui donc sont des acacias, des botanistes, mais le mimosa pudica n'est pas appelé mimosa, mais sensitive. Donc là, on a un méli-mélo en cascade, hein, mais voilà. Non, mais c'est... J'avais juste une question, Michel, sur une... Peut-être qu'il y en a plein d'exemples, mais il y en a une qui me vient, c'est l'histoire de la vulnéraire. C'est qu'il y a à la fois Antilles vulneraria et Hypericum numularium. Donc, est-ce qu'il y a des plantes comme ça? Est-ce qu'il y a un lien? Comment un nom commun peut être en fait utilisé sur plusieurs plantes? Est-ce que tu as été confronté à ce genre de choses? Ah bah, oui, non, mais pour une raison très simple. Tu comprends bien que vulnéraire, ça peut désigner n'importe quelle plante qui sert à soigner des blessures. Donc, quelle que soit leur parenté botanique. Donc, c'est normal que ça finisse par se retrouver dans des plantes différentes. Alors, sans parler que vulnéraire, c'est en français, vulneraria est en latin, donc il y a toujours un jeu d'aller-retour entre le français et le latin. Hein. Allez, il reste aussi, voilà.